Boire de l'alcool dans une bouteille en plastique, c'est quel degré de mal, ça? Pour notre rendez-vous sur les fake news, amis de phosphore, on s'arrête sur les deux, les fake news autour de la poubelle jaune et du recyclage, et celles autour de l'alcool et de ses bienfaits. On reste sobre et on enchaîne deux enquêtes passionnantes. Excellente nouvelle tout le monde, à partir de 2025, tous les plastiques seront recyclés. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Macron. Fait que fini la mauvaise conscience en achetant de la nourriture dans des contenants en plastique. Tu jettes ça dans la poubelle et pouf, ça s'évapore. Qu'est-ce que... J'aimerais aussi beaucoup y croire, mais cela fait 30 ans que je travaille sur le sujet et le recyclage qui fait disparaître les déchets plastiques, à ma connaissance, n'existe pas encore. Je vais essayer de t'expliquer. Bon, on sait que le plastique c'est mal, hein? Les tortues étouffées, les décharges qui débordent, un continent entier formé par nos déchets, ça va mal. En France, le gouvernement s'est penché sur les poubelles et en 2017, il a sorti sa stratégie magique Abracadabra, recyclage. Ça a fait bondir notre scientifique du jour. Elle est spécialiste des emballages et travaille depuis 15 ans sur ce fameux recyclage plastique, notamment comme experte à l'Agence sanitaire française puis européenne. Le gouvernement français a entamé une campagne de communication promettant 100% de recyclage des plastiques en 2025. Et tel que c'était dit, 100% de recyclage pour que le plastique ne devienne plus jamais un déchet. Or, c'était tout le contraire. Il fallait que les gens prennent bien conscience que le plastique ne peut pas vraiment être recyclé. Ouais, ok, ça a l'air complexe quand même. Bon, déjà, le plastique, c'est quoi? Une molécule composée d'hydrogène et de carbone et assemblée en collier qu'on appelle polymère. Ah, ok. C'est léger, imperméable, on peut le rendre souple ou rigide, transparent ou opaque, que du bonheur. Mais personne n'a jamais réfléchi à ce qu'elle allait devenir en fin de vie. Une matière biodégradable, quelle qu'elle soit, votre épluchure de pomme, le papier que vous avez utilisé pour la mettre dedans, il y a des micro-organismes dans le sol qui vont les digérer, qui vont reproduire des nutriments, qui pourront être réutilisés par la plante et ensuite, hop, resynthétisés. Ok, puis le plastique, ce qui est différent? C'est le seul matériel créé par l'homme qui ne peut pas rejoindre ces cycles biogéochimiques. Oh non, moi qui paniquais déjà avec les déchets nucléaires. Le seul plastique facilement biodégradable, c'est celui étiqueté OK Home Compost en Europe. Il disparaît au compost comme une peau de banane. Dans les autres plastiques, la matière a été trop bidouillée. Au lieu de se décomposer, elle va persister pendant des siècles, se fragmenter en micro puis en nanoparticules et en prime absorber tous les polluants qu'elle croise. Bon, ok, le plastique est pas biodégradable. Il est quand même recyclable, non? Un peu comme le verre ou le métal, tu le fais fondre et hop, on refait le même objet. L'objet et la matière plastique que l'on sait recycler, c'est le PET qui signifie polyéthylène terephthalate. Ce plastique, parce qu'il a été utilisé, parce qu'il a été stocké, parce qu'il a été lavé, parce qu'il a été décontaminé, il est abîmé. Donc on va rajouter du plastique vierge pour arriver à avoir des propriétés acceptables et reformer une bouteille. Ça veut dire qu'en théorie, on peut recycler 2 ou 3 fois, mais pas plus. Mais on ne fait absolument pas disparaître le déchet. Et ça, c'est le meilleur recyclage qui existe. Ouais, et le PET représente seulement 4% du plastique consommé chaque année en Europe. C'est pas beaucoup. Mais des plastiques comme celui de mon contenant, par exemple, est-ce qu'on peut le recycler? Dis-moi que oui. Ils sont décyclés, c'est-à-dire qu'ils sont transformés en un autre objet pour une autre application. Pendant son utilisation en tant que pot de fleurs, on pourrait dire, ça y est, il a été recyclé, il a disparu. Mais non, les 50 grammes de plastique, ils vont quand même se retrouver dans la nature de la même façon à la fin. Donc, ce sont des déchets en devenir. C'est tout. Donc, c'est ce que moi j'appelle non pas une économie circulaire, mais une économie tire-bouchon. Et on continue à consommer du plastique vierge et à produire des déchets. Chaque gramme de plastique vierge deviendra une multitude, des milliers, des millions de petites particules de plastique. Bref, avant de communiquer sur le recyclage, il aurait fallu définir le mot.
Utiliser des termes flous, c'est une bonne technique de désinformation. Mais alors pourquoi autant de gens ont communiqué sur le recyclage? Est-ce qu'ils ont fumé du plastique? Ou alors, ils tentaient de sauver les 2-3 petites boîtes qui dépendent de ce matériau. C'était aussi une forme de déni. Si on regarde un peu plus loin, on se dit « Ouh là 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 là, ça me fait peur, donc finalement on n'a pas tellement envie, on préfère rester comme ça là ». Quand une solution n'en est pas une, c'est pas la peine de mettre en marche la grosse artillerie pour développer des filières industrielles entières, pour communiquer dessus, faire du marketing, etc. Alors qu'on sait que finalement la portée de ces solutions elle est même pas significative, voire même contre-productive. Le recyclage tel qu'il est pratiqué, il est relativement pervers parce qu'en nous déculpabilisant, il fait qu'on continue à consommer toujours plus de plastique vierge et que du coup, on produit toujours plus de déchets. Ça ressemble quand même pas mal à du greenwashing, hein? Assurer qu'on a une solution écolo alors qu'elle est pas si propre que ça. Mieux aurait valu interdire certains plastiques avant de les produire plutôt que d'annoncer qu'on allait les faire disparaître après. Quand le gouvernement annonce cette stratégie boiteuse, Nathalie Gontard tente d'alerter ses supérieurs sans grand succès. Ah oui, parce que Nathalie Gontard est pas du tout encouragée à communiquer auprès du grand public, et même un peu méprisée à cause de ça, alors que ça fait partie des missions des scientifiques. Alors elle décide d'écrire un article sur The Conversation, et là, tout change. Elle est invitée dans des médias grand public, le Parlement français la consulte, on lui propose d'écrire un livre entier sur le plastique et son recyclage impossible. Ses interventions provoquent des prises de conscience chez les gens qui lui envoient des messages. C'est quelqu'un qui a monté une boîte pour développer, par exemple, des chaussures qui aient un impact environnemental le plus faible possible et donc éliminer le plastique de l'utilisation des chaussures. Mais j'en ai beaucoup. Et franchement, c'est ce qui me donne de l'énergie pour continuer, hein. Il faudrait faire quoi pour qu'on soit moins enseveli sous les infodéchets? Il est important de faciliter la prise de parole des experts, mais il faut qu'ils puissent prendre la parole au nom aussi d'un collectif d'experts. C'est une façon aussi de protéger l'expert en tant qu'individu. Lorsqu'on va à l'encontre des intérêts de certains acteurs de la société, il est bien évident qu'ensuite on en subit les conséquences, soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie privée. Yes! On va créer le GIEC des déchets de plastique. On remarque, vu l'ampleur de la catastrophe, ça vaudrait peut-être le coup. Bon, la prochaine fois, mes petits fruits, je vais les cueillir directement dans la nature. Et à l'avenir, quand je lirai une info sensationnelle, je me demanderai si les mots utilisés ne sont pas volontairement flous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les scientifiques qui combattent les fake news. Et d'ici là, entraînez votre esprit critique. Bye bye! Yes tout le monde, meilleure nouvelle de l'année, un verre de vin par jour apparemment, c'est bon pour la santé. Ça protège des maladies cardiovasculaires. C'est grâce aux Français qu'on a découvert ça, ça s'appelle le French Paradox. Bon, ben moi je me pars sur un petit apéro ce soir, c'est ça... Ah! Tiens. Non Thomas, je peux pas te laisser dire ça. Il y a des études plus récentes qui ont montré que cette conclusion était infondée. Ça fait 25 ans que je bosse sur l'alcool, je vais t'expliquer tout ça. Tout commence dans les années 90. Une étude s'étonne que les Français meurent moins de maladies cardiaques que les Anglais, alors qu'ils fument plus et qu'ils mangent plus de graisse animale. Il peut y avoir plein d'explications à ça, hein? Peut-être que les Français mangent moins de nourriture industrielle, font plus de sport, mais au fil des années, il y a eu un glissement. Si les Français tombent moins malades, ça serait parce qu'ils boivent du vin. Ben oui! Des études sont sorties sur ces bienfaits de l'alcool avec une énorme communication à chaque fois, mais cet édifice éthylique est en train de se briser. Et c'est en partie suite au travail de ce monsieur, spécialiste de l'alcool. On parle quand même d'une drogue, ça il faut le rappeler, et on parle d'un cancérigène. C'est reconnu, classe 1, cancérigène, voilà, il n'y a pas photo. L'alcool, c'est une des toutes premières causes d'hospitalisation en France. Ça veut bien dire que ça crée des dommages, ça crée des maladies, et que des gens sont aussi à l'hôpital, beaucoup, parce qu'ils ont une consommation d'alcool.
Mais attends, si c'est si grave, pourquoi est-ce que vous, les Français, vous continuez à boire, à faire de la pub pour l'alcool et tout? Il y a des organisations, instituts de recherche, instituts sur le vin. En France, on a la Cité du vin à Bordeaux, qui nous explique tous les bienfaits de l'alcool, et qui aussi ont leurs journaux, leurs médias, et qui envoient de l'information et de la désinformation très régulièrement. Mais c'est tellement actif qu'ils en sont même à se positionner sur un niveau scientifique. Ah ouais, donc ça, en tant que scientifique, ça doit t'énerver quand même, hein. En fait, les études qui soutiennent ce French Paradox sont vérifiées à la loupe depuis quelques années dans des méta-analyses ou expertises collectives. Michael Nassila a participé à certaines. La conclusion, c'est que les études contiennent des erreurs, qu'on appelle des biais méthodologiques. Par exemple, il y a des soucis dans la composition des groupes qu'on compare, ceux qui boivent un peu et ceux qui boivent pas. Le biais le plus connu, c'est les sick quitters. C'est ceux qui ont arrêté en fait de boire à un moment parce qu'ils étaient malades. Et on va les mettre dans ceux qui consomment pas d'alcool. Or, ils ont consommé. Et donc, artificiellement, ce groupe va être plus malade que ceux qui consomment un petit peu. Ok, donc dans ceux qui boivent pas, tu mets la fille qui a déjà eu une cirrhose du foie. On peut aussi mettre des gens qui fument comme des pompiers ou des personnes qui boivent pas parce qu'elles ont eu le cancer. Ça s'appelle aussi la causalité inverse. Tu penses que les gens sont en mauvaise santé parce qu'ils boivent pas d'alcool, mais en réalité, ils boivent pas parce qu'ils sont malades. Il y a aussi le biais de sous-déclaration. Donc c'est pour une étude, vous buvez combien de verres par semaine? Une demi. C'est bon. Et il y a un paquet de biais un peu comme ça. Et on s'est aperçu, justement, en regardant les méta-analyses, que l'âge moyen, c'était 50 ans. Ça veut dire que les plus jeunes, qui seraient peut-être décédés plus tôt, parce qu'ils ont eu un problème avec leur consommation d'alcool, ils sont pas dans l'étude. Alors, c'est normal, des facteurs de confusion, mais il faut en tenir compte, en fait. Il y a un autre truc qui chiffonne un peu le professeur dans cette idée des bienfaits de l'alcool. Au global, même si l'alcool vous protégeait de je sais pas quelle pathologie, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas développé une autre pathologie à cause de cette consommation d'alcool. Voilà. En gros, tu choisis de quoi tu veux mourir. Je me prépare une grosse cirrhose du foie, mais côté AVC, je suis super protégé. Des nouvelles méthodologies d'épidémiologie génétique. Essayez de dire ça très vite pour voir. Bref, des nouvelles techniques sont venues aussi dégommer l'idée des bienfaits de l'alcool. Elles permettent de refaire certaines études en supprimant certains biais méthodologiques. Ce qui est intéressant, c'est quand on compare l'épidémiologie classique observationnelle à celle-ci, eh bien, on voit une disparition aussi des effets protecteurs. Et oui, la belle courbe en J qui disait « t'as moins de risque d'être malade si tu bois un peu d'alcool » devient une ligne droite. Toute consommation d'alcool comporte un risque pour sa santé. Et ça se rapproche vraiment de ce qu'on a vécu pour le tabac, où avant on était vraiment à compter les cigarettes et les paquets, etc. Alors que c'est dès la première cigarette ou dès le tabagisme passif. Et l'alcool, on arrive aussi un peu à ça, puisque ça plaît pas à tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire que dès le premier verre, on va perdre ce qu'on appelle des années de vie en bonne santé. Maintenant, les grands instituts sur le cancer nous disent, si vous voulez être à zéro risque de cancer, on vous recommande zéro alcool. Après, quelque chose qui m'occupe depuis 2-3 ans, je me suis battu très très fort, avec aussi tous les collègues et les associations, pour faire une campagne Défi de janvier. Défi de janvier, c'est la version française du Dry January des anglo-saxons. En janvier, après les fêtes, t'observes ta consommation d'alcool et tu te fixes des défis. Par exemple, réduire ou même arrêter quelque temps. Il y a même une application pour ça. Et donc tout le monde était mobilisé pour ce premier défi de janvier en France en 2019. Mais 2 mois avant, alors que le président Macron rend visite aux producteurs de champagne, surprise! Les organisateurs eux-mêmes ont appris ça dans la presse. On voit à quel point, voilà, on veut nous empêcher de communiquer sur l'alcool. C'est très clair. L'alcool en France, on communique une journée par an, c'est le 9 septembre, le syndrome de la position fœtale. C'est super, mais ça ne suffit pas. Et les associations et les professionnels de santé se laissent pas faire et se débrouillent avec les moyens du bord pour organiser quand même l'événement. Et depuis, ça se poursuit. Michael Nassila pilote aussi le projet Alcool Consocience pour guider les médecins dans la jungle des informations sur les effets de l'alcool et les aider à conseiller leurs patients. Et puis il y a aussi Santé publique France qui recommande depuis 2017 de ne pas passer 2 doses d'alcool par jour et 10 doses d'alcool par semaine. Ça commence, je dirais, à porter des fruits et on voit bien que on a sorti la machine de guerre sur le tabac depuis longtemps, mais l'alcool, ça commence à arriver. On a un blocage, c'est sur les représentations. On a toujours quand même cette problématique d'associer l'alcool à du festif. C'est clair, dans ma tête, fête égale alcool égale fête. Je suis même plus sûr de savoir m'amuser sans.
Nos décideurs politiques, ils sont toujours autant sous l'influence des lobbying. Quand on va les voir, ils nous disent « Ah bah, voilà, vous, on vous voit pas suffisamment souvent. Il n'y a pas de lobbying de santé publique. » J'adore l'idée. On va créer l'obscur lobby de la santé publique. Quelle autre recommandation, professeur? C'est une cellule de riposte. Il faudrait pouvoir riposter dès qu'il y a des articles, des choses qui sortent. Il y a aussi peut-être les journalistes qui relaient ces informations, parce que je suis toujours effaré que l'alcool réchauffe, si vous voulez, c'est bon. Est-ce qu'on est sous plus vite quand il y a des bulles? Enfin, bon. Ah ben j'ai compris, professeur. Tu serais pas un peu saoulé? Bon, ben je me suis fait avoir, moi, avec cette histoire d'alcool qui protège la santé. Hein. Je pense que dorénavant, je vais rester au jus de raisin. Et la prochaine fois, je me demanderai s'il n'y a pas, derrière l'information que j'ai lue, un lobby très intéressé par le sujet. À bientôt pour une autre vidéo sur les scientifiques face à la désinformation. Et d'ici là, musclez votre esprit critique. Santé! Ça, c'est des raisins d'Alsace.